Line, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h34, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que les Français sont d'accord pour l'accueil de ces migrants qui arrivent demain à Toulon ? On va les écouter, réaction faite par nos envoyés spéciaux. Je pense qu'on doit les accueillir, on a le devoir de les accueillir par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan. On ne peut pas laisser ces gens comme ça. Mais d'autre part, je me pose la question de savoir si on a la capacité aujourd'hui en France de pouvoir les accueillir. On a déjà assez de problèmes avec des Français qui n'ont pas de logement et qui ne peuvent pas se nourrir. Donc je pense que maintenant, il faut penser à ceux qui sont ici avant de faire rentrer ceux qui sont dehors. Je ne suis pas d'accord. Voilà. On est envahi de partout et je tiens à ma sérénité. Voilà. Voilà, je précise que ces réactions ont été recueillies à Marseille, qui à un moment était pressenti pour accueillir ce bateau. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'on peut résumer cette question-là à l'angle humanitaire, ou est-ce qu'il y a évidemment tout un volet politique qu'il faut absolument mettre en avant? Mais ça n'aurait aucun sens de rester bloqué sur l'humanitaire. Personne ne conteste le fait qu'il y ait, ce soit l'honneur de tous les pays d'ailleurs, de sauver des gens qui sont en situation de danger immédiat. Maintenant, vous voyez bien, même dans les déclarations des gens, on parle des Afghans. Un monsieur parlait des Afghans curieusement. Pourtant, il me semble que les Afghanes sont encore plus menacés que les Afghans en Afghanistan. On voit assez peu d'Afghanes. Nous ne voyons pas non plus d'Iraniennes, parce que les Iraniennes se battent en Iran. Il faut sortir de la logique réductrice, parce que derrière ces situations humanitaires, il y en a qui sont mais incontestables. Je vous parle pas là d'elles se trouver en danger en mer. Je vous parle de la motivation qui pousse les gens à quitter leur pays. Il y a des gens qui quittent leur pays tout simplement dans l'espoir d'une vie meilleure. Et c'est à hauteur d'individus parfaitement respectable. Pour autant, ça doit être mis en balance avec le droit. Et vous évoquiez ce qu'en souhaitent les Français. Il me semble que dans les élections, il est assez clair que les Français souhaitent que nous contrôlions les flux migratoires. Et quand j'entendais Charles Consigny tout à l'heure évoquer la complexité des situations, bien sûr que ce sont des situations complexes, bien sûr qu'il faut traiter le problème à la racine et que ça peut passer par l'aide au développement, que ça peut passer par beaucoup de choses. Enfin, parfois, il faut aussi ramener les choses à un certain degré de simplicité, parce que la simplicité est la seule chose qui permet l'action politique. Et ça me rappelle Churchill qui disait, me semble-t-il, que les pessimistes voient dans chaque complexité ou complication une opportunité, une difficulté, alors que pour les optimistes, c'est l'inverse. Précisément, cette crise-là, il y a eu la crise de l'Aquarius, personne n'en a rien fait. Faisons de cette crise-là quelque chose qui pousse l'Europe à changer ses règles. Il faut évidemment réfléchir à une externalisation des demandes d'asile, parce que sinon nous ne nous en sortirons jamais. Il y a l'effet appel d'air. Personne ne peut contester que l'appel d'air, ça existe. Regardez le Danemark, les Danois, quand il y a eu la crise des migrants, alors ils n'ont pas forcément la même géographie, mais les Danois étaient allés jusqu'à publier dans les journaux au Liban, où il y avait beaucoup de réfugiés syriens, ou à mettre des affiches dans les camps de réfugiés syriens, disant que si les réfugiés venaient au Danemark, on leur ferait payer leurs frais de séjour et qu'on leur prendrait jusqu'à leurs alliances de mariage ou leurs dents. Donc, je vous dis pas que je trouve ça moralement élégant. Ah oui, non. Mais je vous dis juste que... Ça rappelle des vrais souvenirs. Non, mais, oui, mais je suis entièrement d'accord, Eric. Je vous dis pas qu'il faut faire ça. Je vous dis juste que les Danois ont tari les flux parce que... Et on pourrait parler du mur de Donald Trump qui n'a jamais été construit non plus et qui pourtant a fait largement diminuer les flux migratoires aux États-Unis, qui ont repris quand Joe Biden est arrivé, alors même que la politique migratoire n'a absolument pas changé. Ce qui montre bien que le fait que nous ayons l'air accueillant ou non, c'est pris en compte parce que nous sommes à l'ère des smartphones. Nous ne sommes plus il y a 80 ans où les gens qui étaient en Afrique, dans un village d'Afrique subsaharienne, n'étaient pas au courant de ce qui se passait en Europe. Eric Nolot, je vais vous répondre. Ce qu'on pourrait faire au moins, c'est ne pas essayer d'encore compliquer la situation en proposant des solutions illusoires. Déjà, je crois qu'on n'a rien à gagner avec un conflit diplomatique avec l'Italie. Je ne comprends pas ce jeu de coq dressé sur les ergots. On va prendre des mesures de rétorsion. Et ensuite, je ne crois pas non plus à la solution de la force. On ne va pas instituer un rapport où pendant des années, on va repousser des bateaux. C'est très bien que de toute façon, certains vont finir par passer ou vont trouver d'autres filières. Je crois qu'en effet, la seule solution raisonnable, c'est l'externalisation du traitement des demandeurs d'asile. Voilà, je crois que ça passera par la coopération entre la rive droite et la rive gauche, mais je ne crois pas entre la rive droite et la rive gauche. Je suis trop parisien. Entre la rive nord et la rive sud, mais je ne crois pas à une solution de force avec la marine française qui aurait maintenant pour mission essentielle de ramener les migrants dans leur pays d'origine. Je trouve que c'est totalement illusoire. On va juste écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui lui justement expliquait quel était ce qui était prévu et quelles sont les mesures de rétorsion qu'il compte mettre en œuvre contre l'Italie. Écoutez-le. Un mécanisme de solidarité avait été mis en place, notamment avec l'Italie, sous la présidence française, précisément pour faire face à ce type de situation. Il prévoit notamment des relocalisations de personnes réfugiées
depuis les pays européens de première entrée afin de répondre en effet au droit international et au droit de la mer. Ces mécanismes sont pleinement en fonctionnement depuis plusieurs semaines. L'Italie en est d'ailleurs le premier des bénéficiaires. 3500 relocalisations de réfugiés étaient prévues d'ici l'été 2023. Il est évident qu'à effet immédiat, la France suspend l'ensemble des relocalisations donc de ces 3500 réfugiés au bénéfice de l'Italie et appelle tous les autres participants, notamment l'Allemagne, au mécanisme européen de faire de même. Monsieur le député Rassemblement National, Monsieur Tanguy, ces mesures de rétorsion, elles seront efficaces ? Et non, puisque de toute façon, vous avez prouvé tout à l'heure vous-même que la France n'appliquait pas son propre engagement. Donc bon, tout ça est ridicule, c'est du Darmanin, je vous l'ai dit il y a 3 ans. L'Italie dit qu'on en a accueilli 38 depuis le début d'année. Exactement. Donc en fait, ce faisant, M. Darmanin va sans doute faire en sorte qu'on révèle en fait son double langage, que les chiffres qui sont révélés sont accablants pour son hypocrisie. Et je vous dis, c'était déjà M. Darmanin il y a 3 ans, au moment de l'Aquarius. Donc ce sont des gens qui... Darmanin, c'est la spécialité, fait le tour de France et maintenant peut-être d'Europe pour venir condamner, déplorer, pleurnicher et ne pas agir. Ce sont des gens qui sont des responsables politiques, ce ne sont pas des commentateurs, ils n'agissent pas. Et de toute façon, comment M. Darmanin pourrait être crédible en Italie, puisque lui-même, plus les années passent, plus le taux d'exécution des OQTF, des obligations de quitter le territoire, s'effondre. Donc M. Darmanin est absolument incompétent et illégitime pour donner des leçons de contrôle migratoire à un seul pays dans le monde. Voilà, bon. Donc on va se retrouver encore, et je le crains pour de longs mois et de longues années, avec cette personne qui va faire aggraver la crise migratoire. Charles Consigny, Gérald Darmanin va aggraver l'attitude de la France. On va me dire peut-être celle d'Emmanuel Macron peut aggraver la crise migratoire. Pourtant, la loi sur l'immigration doit être bientôt débattue. Je pense qu'ils n'ont pas de politique sur l'immigration. En 2019, Emmanuel Macron déclarait dans une interview à Valeurs Actuelles qu'il visait l'exécution de 100% des OQTF, ce qui était complètement illusoire et qui montrait qu'en fait, il n'avait pas de réelle intention sur ce sujet. Et récemment, il a corrigé le tir en expliquant qu'il allait expulser les étrangers visés par des OQTF qui ont commis un crime ou un délit. Donc ce qui là ressemble davantage à une piste atteignable. Moi je ne suis pas, si vous voulez, anti-immigration, contrairement à la tonalité très 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 courante aujourd'hui. Je pense que les pays ont besoin, pour une part, d'accueillir des gens venus d'ailleurs, et que ça n'est pas forcément un mal. Et d'ailleurs, je constate qu'en France, le taux d'emploi des immigrés est assez important. Le chômage est double. Le taux de chômage est beaucoup plus écoutez, prenez les chiffres, ça dépend des chiffres qu'on prend. Et cessez de m'interrompre. Le taux d'emploi des immigrés est assez important, et je constate que dans beaucoup de métiers, ce sont les entreprises elles-mêmes qui demandent qu'on fasse venir de la main-d'œuvre étrangère. Parce que, je suis désolé, elles n'arrivent pas à recruter dans la restauration, dans l'hôtellerie. Il y a des domaines, voilà. Bon, c'est des métiers. Moi, je suis désolé, j'ai travaillé dans la restauration. C'est pas du tout particulièrement mal payé, donc il faut arrêter avec ça. Il y a aussi d'autres problèmes en France de maintenant d'une difficulté croissante à avoir envie de travailler. Mais ceci étant dit, j'étais contre aussi la suppression de la double peine. Ça me paraît, c'est Nicolas Sarkozy qui avait supprimé la double peine, c'est-à-dire le fait que vous soyez expulsé quand vous avez commis un crime ou un délit. Il avait fait ça à l'époque, à mon sens, justement pour faire plaisir à certains politiquement corrects, pour faire un coup politique. Et moi, je trouve pas du tout illégitime qu'un pays, quel qu'il soit, considère que quand vous commettez sur son sol un crime ou un délit, d'une part, vous êtes condamné à une peine, ça c'est normal, mais qu'en plus, vous êtes expulsé. Ça me paraît assez normal en réalité. Or, là aussi, je ne veux pas faire d'angélisme. Il m'est arrivé de plaider régulièrement en comparution immédiate qui juge les petits délits qui en fait peuvent être d'une certaine gravité. Oui, c'est une réalité de constater que vous avez un certain nombre d'auteurs qui sont de nationalité étrangère, voire qui sont visés par des obligations de quitter les territoires. Et donc je trouve que sans aller vers des solutions extrêmes qui consistent à repousser les pauvres gens en mer sans faire d'angélisme, on pourrait trouver des solutions raisonnables à ce problème, notamment s'agissant de ces étrangers qui ne respectent pas les lois. Alors, qui veut répondre ? On peut quand même pas se féliciter ou se contenter d'une situation qui est catastrophique sous quelque angle qu'on la considère.
qu'il y a quand même des gens qui sont sous une obligation de quitter le territoire et qui, à 95%, ne le quittent pas. Ensuite, les gens qui entrent, vous dites, bah oui, ils sont employés, alors il y a une querelle sur les chiffres, mais peu importe, ils sont employés pour faire des boulots mal payés et pénibles, que les Français ne veulent pas venir. Est-ce que c'est ça la philosophie globale? On fait venir les damnés de la terre pour occuper les emplois dont nous ne voulons pas. Ça a été la volonté du patronat français pendant très longtemps, ça l'est encore. Est-ce que vraiment ça doit être notre philosophie collective? Moi, je ne le crois pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est même un discours de gauche que je tiens, puisque c'est la protection des plus faibles, la protection des gens qui rentrent et qu'on laisse soit dormir sous les tentes, porte de la Chapelle sur les images que nous voyons, soit pour ceux qui s'en tirent le mieux, on les laisse occuper des emplois extraordinairement pénibles et mal payés. Est-ce que ça peut être ça la philosophie? Je ne crois pas. Donc il va falloir trouver une solution. Dire l'immigration en tant que telle, ça veut rien dire. L'immigration doit être choisie et pas subie, et elle doit protéger à la fois le pays d'accueil et les migrants. Mais donc par exemple, si on est concret, ces secteurs d'activité qui ne trouvent plus de personnes pour travailler, ces emplois qui sont occupés par ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait si on arrive, ce qui en plus est impossible, à une immigration zéro? On ne se résigne pas, en tout cas, à cette fatalité qui est de dire l'immigration doit exister, puisqu'il faut bien qu'on trouve des gens à exploiter. Moi, je trouve ce raisonnement. Mais non, c'est pas ça. Mais non, j'ai pas dit ça, Éric. Je constate des réalités. Pourquoi est-ce que moi, je suis frappé de voir comme maintenant on a entériné l'idée que on diabolisait l'immigration. L'immigration est forcément... Ça, c'est M. Darmanin qui dit les gentils et les méchants. Bah oui, mais c'est stupide ce qu'il a dit. On va être méchant et gentil avec les gentils. C'est ce qu'a dit exactement le ministre de l'Intérieur. Je suis désolé, tous les pays du monde, à part quelques-uns qui font exception, ils accueillent l'immigration. Tout est une question de proportion. Monsieur le député, non, mais je suis désolé, ce sont des lieux communs qui ne sont pas vrais. Le Japon a une politique migratoire extrêmement ferme, la Corée du Sud a une politique migratoire extrêmement ferme. Oui, effectivement, ce sont des pays qui savent se défendre et qui se défendent quand ils le font. Par exemple. Oui, mais c'est leur choix et c'est le choix de leur population. Je suis pas sûr que le choix des Français. Je suis pas sûr que le choix des Français. Vous pouvez pas lui dire qu'il vous interrompt. C'est bonne guerre. C'est le choix des Français n'a jamais été d'accueillir d'immigration, puisqu'en fait les élections se gagnent toujours, y compris par nos adversaires, sur des lignes très fermes sur l'immigration. On promet que ce sera différent cette fois. Et en fait, dans la pratique, c'est toujours le laxisme qui règne et la situation qui s'empire. Quand vous avez d'un côté 30 milliards d'euros par an pour la formation depuis 20, 30 ans, c'était M. Sarkozy qui le disait, et d'un autre côté, un taux de chômage accablant, le problème, c'est pas l'immigration, c'est le problème que les politiques publiques ne savent pas mettre en face les bonnes formations pour les bonnes personnes et les bonnes pratiques salariales en face ou les bonnes conditions de travail. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que le salaire. Vous savez, quand vous pouvez venir pour le service de midi, que vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous à Paris parce qu'il faut 2 heures aller-retour, et qu'on vous dit, bah écoute, tu ne seras pas payé pendant ta pause de midi, bah oui, t'as pas envie de travailler. Donc il n'y a pas que la question de salaire, il y a des questions de conditions d'emploi, de respect, de la pénibilité. La France est très mal classée sur les conditions de travail, notamment dans le bâtiment, dans les usines. Il n'y a pas de soudeurs. Les immigrés font pas la soudure, vont pas dans ces métiers-là. Donc c'est pas une question de ils vont dans tous les métiers difficiles en tout cas. Non, parce que des métiers difficiles où il n'y a pas besoin de formation, où il y a besoin ou peu de formation, où on apprend sur le tas. Et le fait de les régulariser permettra peut-être de leur faire une formation. Enfin, excusez-moi, quand on dépense 30 milliards d'euros par an, on peut quand même attendre que l'argent qui est mis dans la formation professionnelle, dans la formation continue, corresponde aux besoins du marché de l'emploi et corresponde aux besoins. Moi, je peux vous dire, dans ma zone, dans la Somme, on a beaucoup souffert de la désindustrialisation, les formations ne vont pas. Voilà. Dans une région industrielle comme la Somme, il n'y a pas de formation de soudure qui est proposée, il n'y a pas de solution pour faire être chaudronnier, il n'y a que des formations qui ne correspondent pas aux besoins réels de l'emploi. Donc ça, c'est la question. Ça n'a rien à voir en fait avec l'immigration, qui est, comme disait Marx, l'armée de réserve, effectivement, d'un certain patronat. Voilà. Par ailleurs, quand on me dit, oui, les damnés de la terre, vous croyez qu'à Porte de la Chapelle, c'est pas les damnés de la terre? Quand vous avez des gens qui finissent cracomanes, aérés comme des zombies, c'est pas les damnés de la terre. Donc en fait, la France, les bons sentiments, tout le monde est très gentil en parole, mais en fait, en pratique, on ne peut plus les accueillir. On n'y arrive plus. La France n'a pas la volonté et n'a plus la capacité de le faire. Donc moi, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je pense. Les flux d'immigration doivent être totalement taris, à l'exception des étudiants et de certains métiers très rares, scientifiques, médecins, enfin, la liste compte sur les doigts d'une main, et qu'on arrête avec l'immigration choisie. On en parle depuis des années, les quotas. En fait, ce sera une immigration supplémentaire à ce qui existe déjà, puisque les méthodes de contrôle, l'application du contrôle des frontières, la capacité de renvoyer les gens ne fonctionnent pas. Donc tant qu'on n'aura pas mis en place des réformes fermes et une capacité de l'appareil d'État à expulser les personnes qui n'ont pas été chez nous, toutes les autres formes de régularisation seront une augmentation de l'immigration. Jean-Sébastien Ferjou, sur cette immigration de travail que nous évoquons, est-ce qu'il y a une solution ? Il y a une solution, plusieurs solutions ont déjà été abordées, comme celle des quotas notamment. Je crois que la régularisation
elle peut être pratiquée un peu. Il y a des gens qui sont effectivement intégrés et qui travaillent. Après, ne faisons pas abstraction de l'effet appel d'air. Là encore, mais je crois que le débat, moi, il m'intéresse pas vraiment le débat sur l'immigration est-elle bonne ou mauvaise. Enfin, la fameuse phrase d'ailleurs de Gérald Darmanin aussi, séparant les bons immigrés des mauvais immigrés. Enfin, tout ça me paraît absolument ridicule. Il me semble que nous vivons une crise démocratique. Et d'ailleurs, la plupart des démocraties occidentales vivent une crise démocratique. Pourquoi ? Elle est largement liée à deux phénomènes. D'un, la perception de l'impuissance des responsables politiques. Et donc l'immigration qui est quasi systématiquement, dans chaque campagne, l'un des thèmes centraux, avec des Français qui valident des candidats, leur promettant que nous allons contrôler les flux migratoires. Eh bien, ça n'est jamais suivi d'effet. Je pense que c'est un grand mal démocratique que de continuer en permanence à faire... S'il y avait une majorité de Français qui pensaient, comme Charles Consigny, peut-être que oui, nous pouvons accueillir toujours plus d'immigrés. Mais ok, non taxe, ce serait la démocratie. Mais la démocratie, elle nous indique l'inverse. Et donc, il y a à la fois ce problème d'impuissance, et puis derrière, il y a le problème, malgré tout, d'identité. On voit bien que la démocratie, elle est liée au fait qu'il y ait une cohésion nationale aussi. Et ce sujet-là, nous l'avons oublié. À partir du moment où il n'y a plus de cohésion nationale, on voit des sociétés qui se fracturent, des sociétés de plus en plus polarisées. On en a l'exemple d'ailleurs aux États-Unis. On voit des sociétés qui se raidissent aussi. Ne sous-estimons pas quand même ce qui est en train d'arriver d'un point de vue démographique aux États-Unis. Il y a beaucoup d'États où les Blancs ne sont plus la majorité. Ils ne sont plus que la première des minorités. Je vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je vous dis que ça génère un trouble politique et qu'il faut savoir le gérer parce que nos démocraties, elles sont peut-être plus fragiles que ce qu'on imagine. Il ne suffit pas de discours de bonnes intentions ou d'étalage de vertu, puisque c'est très à la mode, pour répondre à ces enjeux-là. Encore une fois, si tout le monde était OK pour que nous changions de population, à la limite, pourquoi pas, hein, si c'est... Non, mais enfin que nous acceptions, y compris pour payer nos retraites ou pour, je sais pas quoi, pour occuper je ne sais quels emplois, ça n'est pas le cas. Faisons attention à quand même ces démocraties. C'est notre bien le plus précieux en Europe, me semble-t-il. Éric Nolot, vous partagez ce constat de Jean-Sébastien Ferjou ? Je partage en partie, c'est-à-dire que là, on a affaire à une approche extrêmement pragmatique du problème en disant, en fait, un employé en vaut un autre. Que ça soit un employé français ou un immigrant qui débarque tout juste du Soudan et de l'Afghanistan, c'est la même chose. En fait, c'est pas tout à fait la même chose parce que on peut pas réduire quelqu'un à sa fonction de travailleur ou de consommateur. Il fait tourner la machine économique, ça suffit pas. Effectivement, il y a un problème d'identité. Je vois pas ce que ça a de fasciste ou d'autres qualificatifs pénibles, fâcheux, qu'elle le dire, fâcheux et facho. Il faut se poser cette question. Et il faut se poser cette question globale. Moi, ce qui me navre dans l'histoire de ce bateau, c'est que là, tout le monde se focalise d'abord sur la crise, sans trop s'attacher aux racines du problème, et qu'on va tout à fait dans la mauvaise direction, qui est un affrontement avec l'Italie qui ne mènera nulle part. Ensuite, M. Gérald Darmanin, j'ai vu qu'il essayait d'embarquer l'Allemagne dans la querelle en disant « j'ai demandé aux Allemands de prendre aussi des mesures de rétorsion ». Tout ça ne va vraiment pas dans le bon sens, et j'aimerais que ça soit vraiment un débat européen dans un premier temps, et ensuite un débat français. Ce que nous voulons, et il faut absolument que ça pèse aussi dans la balance. C'est pas seulement des questions très générales, c'est des questions de civilisation et nous devons nous les poser et pas seulement des affrontements politiques droite-gauche ou extrême-droite, extrême-gauche. Monsieur le député Rassemblement National, Monsieur Tanguy, encore une fois, ce débat au niveau de l'Europe, il existe, mais il est dans l'impasse totale pour vous ? Mais il n'est pas dans l'impasse totale s'il y a une volonté politique d'en changer. Ça n'existe pas, les impasses en politique. Non, mais actuellement ? Mais actuellement, oui, puisque en fait, c'est un concours d'hypocrisie. Il y a des règles absurdes. Ce sont ces gens qui s'attachent à des idéologies. La liberté de circulation au sein de l'Union européenne, c'est pas un acte politique courageux, c'est une idéologie, parce qu'il faut que ce soit comme ça, parce que les frontières, c'est très méchant, c'est très vilain, et alors que c'est de la protection et du contrôle et de la régulation. Donc on est prisonnier, en fait, on est dans une impasse d'une faillite idéologique qui a été celle de l'Union européenne, aussi d'un comportement ensuite particulier, qui est quand même celui de l'Allemagne, qui lui est un pays qui est en train de s'effondrer démographiquement et donc qui fait n'importe quoi, et qui, comme d'habitude, fait des politiques qui lui sont uniquement avantageux et qui se fichent totalement des conséquences sur les autres pays, parce que je rappelle que l'Allemagne, avec un grand cynisme, a accueilli beaucoup d'immigrés. Une fois qu'ils étaient sur place, ils ont sélectionné, si je puis dire, seulement les plus compétents, les plus formés et ceux qui allaient dans son marché de l'emploi, et il les a laissés partir ensuite, ceux qui n'avaient pas de formation particulière, notamment dans les pays voisins, en fait, mais aussi en Suède, où il y a aussi des conséquences, et au Danemark, puisqu'après le Danemark a réagi avec la politique qu'on peut d'ailleurs contester dans certains de ces aspects qu'a cité M. Nolot tout à l'heure. Donc oui, à un moment, il faut en faire appel à l'Allemagne pour répondre à l'Italie, alors qu'au contraire, il faudrait s'allier avec l'Italie pour faire piller l'Allemagne. Ça prouve une fois plus le bon sens, si je peux dire, de M. Darmanin. Un dernier mot, Éric Zemmour va se rendre demain à Toulon, où le bateau Océan Viking doit arriver. Il a raison de se déplacer pour aller défendre ses idées ?
il fait ce qu'il veut. Je sais pas. Est-ce que vous, le Rassemblement national, vous allez vous y rendre ? On a notre députée, puisqu'on a la députée de Toulon et Rassemblement national, et donc elle était sur place, j'ai vu sur vos antennes, elle a pris la parole, elle a défendu nos positions avec courage comme d'habitude. Jean-Sébastien Ferjou, le fait qu'Éric Zemmour se déplace, c'est pour marquer évidemment ses idées sur le terrain de l'immigration ? Oui, bien sûr, c'est une opportunité politique qui entre en résonance avec le positionnement politique qui est le sien, avec les préoccupations qu'il a toujours exprimées pendant la campagne. Donc on voit bien que oui, il a plus de difficultés à apparaître, notamment en raison des temps de parole qui sont aussi proportionnels à la représentation à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr que c'est une bonne occasion pour Éric Zemmour si on raisonne de son point de vue à lui. Éric Nolot, un dernier mot ? C'est en cohérence avec tout ce qu'il a affirmé. J'ai débattu de ce problème avec Éric Zemmour, de cette question 100 fois. Il est, lui, pour une option très radicale, qui est d'ailleurs très proche de la vôtre. Mais comme vous êtes en concurrence un peu sur le même segment politique, c'est à celui qui prendra l'autre par la droite. Donc, Zemmour essaie de vous déborder un peu par la droite, ce qui, vu les positions que vous avez exprimées, ne sera pas facile, parce que vous allez déjà bien loin. Mais ça, c'est un problème de l'extrême droite. Moi, je m'en mêle pas. Allez, merci à tous d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Christine Kelly vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Et sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zolani. Bonne soirée sur nos deux antennes. Merci à vous tous. Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1. L'instant Darty. Non mais regarde comme elle évolue facilement sur le terrain, rien ne l'arrête. Mais regarde